Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre douillet de notre studio de Radio J pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir un artiste éclectique, un électron libre, véritable feu follet, qui met un point d'honneur à embrasser tous les genres musicaux sans jamais se laisser enfermer. Après la guitare manouche, le blues de Memphis et toujours avec une sérieuse dose d'autodérision, il nous revient avec un album plus électrique que jamais, Les deux doigts dans la prise. C'est Stéphane Sanseverino que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Comment allez-vous, Stéphane? Très bien, Fred, je vais hyper bien. Est-ce que cette présentation vous va, feu follet, électron libre? Oui, je crois que j'aurais remplacé le mot embrasser par le mot embraser, moi. Oui, mais les deux, on peut embrasser, vous en savez quelque chose quand même. Oui. Non, mais oui, je vais hyper bien, et ça va, c'est un peu tôt, là, j'avoue que l'heure qu'il est, là. Mais il est 21h, nous sommes, d'accord, nous sommes dimanche soir, il est 21h, Stéphane. Enfin, non, c'est justement, c'est l'heure pour, oui, là, on se réveille. Embraser une fin de week-end. Exactement. Cet album, Les deux doigts dans la prise, il est né comment? Je crois que c'est l'album le plus électrique que vous n'ayez jamais fait. Ouais, il est né d'une manière, comment dire, je venais de démarrer une tournée de tango qui était l'album d'avant, et tout de suite après, j'ai voulu aller dans le sens inverse de ce que je voulais, de ce qui a été fait avec cet album de tango, qui était un truc assez précis, assez ciblé, assez comme ça, avec une voix un peu tracée pour les textes et pour les musiques. Et là, j'ai voulu aller absolument dans tous les sens possibles pour moi. C'est quand même très funk. Ouais. Très afrobeat. Exactement. Alors, ça c'est venu pendant l'enregistrement, c'était pas prévu que ce soit afrobeat, c'était juste j'ai écouté des vieux trucs comme les Meters, ouais. Voilà, des vieux James Brown, et j'aimais bien cette rythmique-là, quand on essayait ça c'est un album qui a été beaucoup répété aussi, on a passé énormément de temps dans les salles de répète. Pour l'enregistrer dans les conditions d'un live presque. D'un live, mais pour trouver le son bien avant, les premières répètes ont été faites un an avant l'enregistrement de l'album. Donc c'est vraiment vous l'avez vraiment bossé, quoi. Ouais, et bosser et laisser maturer, etc. Donc et avec toutes les directions possibles. Par exemple, un truc un peu Nouvelle-Orléans comme moi, ou alors le truc de DJ Kell, par exemple, qui a rien à voir, voilà, qui a rien à voir avec le funk, mais qui est une prise de liberté. Et c'est pour moi un truc de liberté totale, quoi. Alors, justement, c'est là où je voulais en venir, Stéphane. Jazz manouche, on vous a connu avec ça. Blues, chansons engagées avec l'hommage, je cite quelques références comme ça de votre longue discographie, chansons engagées que vous avez reprises de François Béranger. Oui. Aujourd'hui, donc on le disait, le funk et l'afrobeat. J'ai la sensation que vous mettez un point d'honneur à ne jamais être là où on vous attend. C'est ça votre liberté? Oui. Je me surprends moi-même. C'est ça. Je sais pas ce que je vais faire après, mais j'ai très envie d'aller vers un truc que je sais pas encore. Enfin, je sais pas encore à quoi répondre. Je sais pas quoi répondre encore maintenant, quoi. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un qui fait de la musique baroque et que ça me va, je fonce dedans. Et si faut que les gens qui achètent mes disques, ceux qui me suivent un peu, les quelques personnes qui, faut que eux ils se disent quelques dizaines de milliers de personnes. Voilà, on a l'impression qu'il y a pas de fan club dans la salle d'attente. Mais j'ai envie de surprendre les gens et de leur apprendre des trucs. Voilà, j'aime la musique mexicaine. Voilà ce que j'en pense. Mais, justement, on se lève comment un matin? Donc on vient de terminer une tournée de tango. Ouais. On se lève, on se dit maintenant, allez, les deux doigts dans la prise, funk. C'est quoi le cheminement intellectuel? Le cheminement intellectuel, c'est d'abord j'essaie des trucs chez moi tout doucement. D'accord. Et maintenant, on a tous des ordis avec des logiciels d'enregistrement. C'est pas dur de mettre une batterie et puis de laisser défiler la batterie, puis de jouer dessus, jouer de la guitare en live dessus, en se disant tiens, je verrai où ça m'amène. Oui. Il y a plein de trucs que j'ai fait comme ça. J'ai écrit une phrase de manière expérimentale, comme ça. Ouais. J'ai écrit. Il y a des chansons que j'ai commencé à écrire par la fin. J'ai écrit le dernier couplet puis je remontais. Il y a des chansons où je me disais j'ai envie qu'il y ait un seul accord. Alors je commençais à travailler sur un seul accord, donc ça fait un truc comme ça. Puis après je dis tiens, c'est quand même un petit peu chiant. Donc, votre labo c'est chez vous? Ouais. Le laboratoire c'est à la maison. Ouais, j'ai pas de studio, moi j'ai une pièce avec un ordi et un micro. Et vous vous débrouillez avec ça? Et puis je me débrouille avec ça. Et quand j'arrive à un point où je manque un peu de la vie des autres, alors j'appelle les deux gars là avec qui font la rythmique avec moi, qui sont Stéphane Huchard et François Pualto. Avec et eux, je leur réalisé
réaliser et enregistrer voilà, cet album. exact. Et avec eux, je dis, ben tiens, voilà, j'ai 4 idées, est-ce que vous voulez bien qu'on les joue ensemble? Et alors, et on les joue comme ça. Et il vous aide à les structurer. Pas à les structurer, pas encore, à chercher le son. C'est-à-dire, est-ce qu'on joue sec, est-ce qu'on joue gras, est-ce qu'on joue large, est-ce qu'on joue pas large? Est-ce que ce truc-là, c'est tel son? Est-ce que la basse, ça doit être une contrebasse? Non, ça doit être une basse. Donc il y a vraiment un énorme travail dans la création en amont, quoi, en fait. Ouais, et en collectif aussi. Et pendant les. Le collectif, c'est un truc qui vous va bien, ça, oui. de façon générale. Ouais, mais avoir des groupes différents, il faut. Alors, je dis pas qu'il faut une technique pour savoir les prendre et tout, parce que la technique, c'est la sincérité. Oui. Mais travailler avec des gens et puis surtout choisir des gens pour ce qu'ils sont. D'abord parce que c'est des êtres sympas, pas des casse-couilles. Et ensuite, on va pas s'emmerder en plus. Et ensuite prendre quelqu'un qui, par exemple François Pialto, le bassiste, il joue d'une manière très très spéciale et je peux pas lui demander de faire juste pom 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 pom. Alors qu'il y en a d'autres à qui je demanderais de faire ça parce qu'ils le font super bien. François, il a une espèce de jeu où il joue en même temps avec un ampli de guitare saturé et un ampli de basse et des fois il passe de l'un à l'autre et des fois tu penses que c'est une guitare qui joue, en fait c'est lui. Il a un son qui se mélange vachement bien avec les guitaristes et on fait une espèce de truc organique comme ça. En laissant la liberté aux autres aussi. Ah bah oui, ne jamais dire, enfin, si, il y a des fois que j'ai proposé... Il y a beaucoup d'artistes qui ne laissent aucune liberté aux autres. Ah oui, mais c'est des cons. Il y a des gentils dictateurs. Oui, bien sûr, mais dans le mot dictateur, il y a dictateur quand même, et ça fait mal là où je pense. Alors Stéphane, je voudrais qu'on écoute le premier extrait de cet album, c'est chez Gigi Kell. Gigi Kell, alors pour le grand public, c'est lui qui a influencé entre autres Mark Knopfler et Clapton, Alain Bashung qui le citait souvent. Ouais, c'est vrai. Ah oui, je savais pas ça. Ça a été un mentor pour vous, lui? Vous êtes... J'ai écouté vachement de ces trucs il y a une époque et pendant... Ce qui m'intéresse chez Gigi Kell, c'est surtout le fait que ce soit un énorme auteur de plein de chansons fantastiques et qu'il soit resté dans l'ombre et qu'il soit resté un peu caché. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse chez lui. Et l'hommage, C'était même une discipline chez lui de rester. Il a refusé plein de choses. Oui, exact. Et moi, c'est ce que je trouve le plus important. C'est-à-dire que le talent, il est là. C'est un espèce de gros babos qui aime bien le blues. Et l'humilité en plus. Avec l'humilité en plus, mais ce qui lui correspond, il a pas de musique qui vont vite, il a pas de truc il a pas de truc de frimeur en fait. Et il restait comme ça quand on voit les photos de ses concerts et tout ou les films, il est pas sapé comme Clapton. Et, bon, Clapton des fois il a des mauvais shorts, mais je veux dire, oui, c'est pas du tout une star alors qu'il a fait les sublimes chansons et qui pouvait prétendre à ce truc-là. Et moi, c'est ce qui, en premier, me le rend sympathique. Et après, les chansons, j'aime aussi. Moi, je vous propose, Stéphane, qu'on écoute ce premier extrait chez Gigi Kell. Oui, s'il vous plaît, Frédéric. Stéphane Sanseverino. On l'écoute tout de suite. Stéphane, vous êtes du genre fan, vous? Et quel type de relation vous entretenez avec les gens qui vous suivent de façon un peu comme ça Alors moi je trouve que fidèle. oui, je vois ce que vous voulez dire. Moi je suis fan de personne parce que fan, le mot il fait un peu peur. C'est ça. Alors mais il n'y a pas de photos de vous en pyjama. Non, j'ai vu vos fans le soir. Non, ça y a pas. Je vous imagine bien un truc pourri. Et le fan club, il n'y a pas de présidente. Non, absolument. Il y a des gens qui m'aiment bien. Il y a une espèce de réseau que je connais, donc je connais pas le nombre exact, mais des gens avec qui je corresponds grâce à Internet, parce que c'est vachement plus facile. Les amis de Stéphane Sanseverino. Voilà, qui sont des gens qui viennent au concert, qui sont des gens que je vois de temps en temps, qui avaient il y a longtemps ouvert une espèce de, avant que Facebook existe, une espèce de blog là où tout le monde se parlait, et moi je m'y étais inscrit et je me suis fait virer parce qu'on m'a dit dis donc tu prends pas le nom de notre chanteur s'il te plaît parce que faut pas déconner avec ça. J'ai envie de dire mais non mais c'est moi et il m'avait pas cru et ça avait démarré comme ça et donc il y avait une espèce de quantité de personnes voilà, qui viennent à mes concerts de temps en temps et que je reconnais et que quand je peux, je les invite. Mais j'ai pas un gros truc avec des drapeaux et tout ça. Il n'y a pas de montre Stéphane Sanseverino, il n'y a pas de coussin, non, plus merchandising, je suis pas hyper merchandising. Moi j'imagine bien des coussins, des traversins avec... Mais ça va bien avec les noms de groupe, mais je vois pas... tu vois, je trouve que les strings Aerosmith, c'est vachement bien, mais je me vois pas... Je me vois pas... Quand je vois mon nom sur un truc...
ça me fait bizarre en fait quoi. Sur un disque ça va, mais c'est peut-être pour ça que vous êtes resté extrêmement fréquentable. Ben alors oui, c'est possible, mais en plus le truc du merchandising, c'est un truc qui m'intéresse pas parce que c'est un commerce et alors il faut toutes les tailles, il faut les trucs. Alors pardon pour les commerçants qui nous écoutent, mais putain c'est relou quoi. Amis commerçants, bonsoir. Ouais, amis commerçants, je sais pas comment vous faites avec les tailles. Stéphane, vous connaissez le principe de cette émission, les chansons de votre vie. Par définition, c'est vous qui en êtes le patron, c'est vous qui en êtes le programmateur. Oui. Et le premier de vos choix, c'est Baya de Georges Moustaki. Ouais. Pourquoi lui et pourquoi cette chanson en particulier? C'est à cause du son. C'est d'abord à cause du son. Pratiquement toutes les chansons, ou presque, hein, dans cette liste-là, elles viennent du son. C'est un peu une Madeleine pour moi, cette chanson-là, là, parce que je l'écoutais dans une période où j'étais quand même super fan de football. Oui. Et je savais faire tous les trucs comme ça, là, par derrière, par devant et tout. Vous faites très bien, là, et même assis, là, le dribble était excellent. Bon, pour nos amis qui écoutent, oui, on pouvez pas nous voir, une espèce de petite démonstration. Voilà, les roulettes, tous ces trucs-là. Alors maintenant, il y en a plein d'autres trucs qui ont été inventés avec d'autres noms, etc. Et j'étais fan de ce truc-là. Et un jour, j'étais parti faire une espèce de colonie de vacances de football. Voilà, oui. Une espèce de stage, quoi. Et je me rappelle, c'était la période où était sorti ce truc-là. Donc, moi, j'aimais beaucoup les Brésiliens, comme Pelé, etc. Bien sûr. Les anciens joueurs. Hein. Et je connais moins les nouveaux, mais... Et puis, c'est un espèce de tout. Alors, Moustaki, il parle pas de football. Non. Mais pour moi, dans le Brésil... il y a un côté campagne dans cette chanson-là que j'adore. Que je trouve super poétique. Et puis, Moustaki, c'est comme quelqu'un de quand il pose sa voix, je dis pas qu'on le reconnaît tout de suite. Il y a une signature vocale incroyable. Il y a un son de quand même d'un truc calme et cool et ce qui va à mon opposé parce que je suis plutôt super énervé. Ah bon? Mais ça me calme. Ça me calme bien ce genre de chanson. Elle m'apaise comme ça. Ça fait ça là. Et votre papa, de par son métier, il était constructeur d'équipements pour papeterie. Ouais. Il voyageait beaucoup. Il vous a amené au Brésil? Non, on a failli. Vous avez failli? Quand j'étais petit, mon frère et moi et ma maman, on attendait qu'une seule chose, c'est que mon père revienne de son bureau en disant allez, on se casse pendant 5 ans là-bas. Et alors, on est parti un peu partout dans le monde. Et un jour, il nous a dit qu'on devait aller au Brésil pendant longtemps. Et c'est pas lui qui a eu le chantier, c'est un autre mec. Que je voulais faire assassiner après, mais bon. Donc, on n'est jamais parti là-bas au Brésil. On était au Mexique très souvent. Et vous y êtes allé depuis au Brésil? Non, jamais. Mais qu'est-ce que vous attendez, Stéphane? J'ai tellement d'endroits où j'aimerais aller aussi. J'irais bien à la Nouvelle-Orléans, j'irais bien au Brésil. Non, mais la Baya, c'est une chanson fétiche pour vous. Alors, vous parlez de Georges Moustaki, il avait une réputation, une forme de légende qu'il se plaisait à cultiver, d'indolence, de paresse militante. En fait, c'était un vrai grand bosseur. Ça, Ah bah oui, non, mais l'indolence, ça n'a rien à voir avec, avec ce qu'on peut appeler... non, mais il a cultivé ça, il a carrément écrit et composé des hymnes à la paresse. Oui, bien sûr. Mais c'est un... Et vous, Stéphane, vous êtes quoi? Vous êtes plutôt un grand bosseur, un grand angoissé en matière de création? Non, je suis pas tellement angoissé. Je fais très attention à pas être trop sûr de moi. Mais je repousse la sûreté comme ça, là. Mais vous bossez beaucoup? Mais oui, énormément. Bah oui, parce que sinon, on se fait pas mal chier. C'est clair. Si on bosse pas. Enfin, moi, j'ai un métier passion, donc j'ai de la chance. C'est-à-dire que pour moi, aller dans mon lieu de travail, que ce soit en tournée ou travailler chez moi, je me force pas à y aller, quoi. Me dis, mais c'est plutôt, je me dépêche d'aller vite ouvrir mon ordi et puis travailler. Et puis quand je suis vraiment trop fatigué, j'arrête. Et puis des fois, je fais exprès de pas bosser pendant 2-3 jours. Histoire de vous régénérer un petit peu. Non, mais ouais, j'y fonce, mais j'ai de la chance d'avoir un truc passion. Après, peut-être que si je poussais des chariots dans le fin fond d'un truc, d'une usine et tout, c'est sûr que je me dirais, j'attends le soir pour pouvoir faire de la musique ou le truc qui me plaît, quoi. Ou autre chose. Mais à quel moment vous êtes dit artiste, chanteur, ce sera mon je me le dis toujours pas, en fait. Mais quand vous étiez gamin, c'était pas... Non, quand j'étais gamin, ce que je voulais...
c'est être cuisinier sur un bateau pour pouvoir voyager et tout. Je trouve C'est ça, pas loin, c'est de la création aussi. Oui, c'en est, mais le côté, après j'en suis revenu un peu du côté paquebot et du truc. Et quand j'ai passé mes examens de cuisinier, que je suis devenu cuisinier et que j'ai vu qu'on était dirigé dans un truc qui s'appelle une brigade par des chefs. Oui, c'est un mot qui vous va pas, ça. Ça m'allait pas, mais j'ai quand même rencontré des gens adorables dans ce milieu-là. Donc vous avez votre CAP cuistot. Ouais, j'ai un CAP et un BEP, j'en ai deux. Un BEP cuistot, voilà, mon Dieu. Exactement. Mais à l'époque, bon, après vous avez monté très très vite des groupes, on se souvient des voleurs de poules, vous avez participé à Washingtonic avec Shirley Guinaud, vous avez été dans les coulisses, backstage, responsable des instruments. Avec Michel Fugain. Et des musiciens de Michel Fugain. Vous aviez pas envie à ce moment-là vraiment de franchir, de rentrer vous aussi dans la poursuite? Ah mais non, mais moi je voulais que Michel y tombe et qu'il se casse la jambe et le remplacer, ça c'est sûr. Michel, si tu nous écoutes. Mais d'ailleurs Michel il m'a laissé de la place, il y a une tournée où il m'a dit bah tiens, puisque tu fais des chansons, viens. Ça je veux bien que vous nous le racontiez. Ouais. Il y a une fois, j'avais écrit les paroles de mon premier album et j'étais en train de chanter une des chansons comme ça aux musiciens dans la loge, en leur disant bah voilà mon aux truc musiciens, est prêt. dont un certain Bruno Bongarçon, dont vous accordiez la guitare. Voilà, exactement. Un ami commun. Voilà, exact. Et je leur chantais des trucs et tout. Et puis et Michel, il passait par là dans la loge. Il dit bah écoute, puisque tu chantes des chansons, à un moment, je vais te présenter comme technicien, mais je vais te dire que bah, les artistes, ils ont aussi des métiers alimentaire. Oui. Celui-là c'en est un. Il me filait une guitare et je chantais une chanson comme ça. Mais c'est rare ça. Oh bah ça n'existe carrément pas. Si Higelin il faisait ça, il attrapait des mecs dans la rue, qui voyaient et il les faisait passer en première partie. Diabolo, je me rappelle qu'il l'a rencontré comme ça et tout ça, mais c'était ils étaient rares, ces gars-là. Prendre un de ces techniciens et le propulser dans la lumière, ça a été déterminant pour vous ce petit coup de pouce? Ben, moi j'avais déjà fait de la scène à ce moment-là, mais c'était la première fois que je jouais par exemple à l'Olympia pendant 10 jours de suite, quoi. C'est pas mal. Donc c'est quand même pas mal. Et après j'avais donc Michel, ça le faisait marrer, il allait comme ça fumer sa clope pendant que je prenais la tête aux gens, parce que je faisais pas juste une chanson, je leur parlais pendant à peu près un quart d'heure avant de chanter une chanson assez courte. Mais ouais, pour moi c'était super sympa, ça donnait du piment à ma journée et tout. Mais je me suis jamais dit ouais c'est grâce à ça que nanana et tout ça. Je m'en fous, moi je traçais ma route. Évidemment j'avais très envie de vivre de la musique, de ce métier. Mais j'attendais que ce soit le moment, quoi. Et je me dis jamais, oh, je suis un artiste où j'ai droit à tel comportement ou à tel truc. Je fais le travail qui me plaît. Des fois, c'est pas toujours super glorieux. Quand je prends le train à 6h du matin, j'ai la gueule défoncée que derrière mon masque, là, en ce moment. Et pour aller faire une promo, je suis crevé. Et puis, des fois, je merde dans mon local, chez moi, et je trouve pas la chanson qu'il faut, et je débranche tout, et j'efface tout, etc. La vie d'artiste, quoi. Ouais, oui, ben, c'est ça, quoi. Les affres de la création. Alors, exact. Et vous nous parliez de Michel Fugain, qui lui aussi a souvent mis le Brésil à l'honneur dans ses chansons. Ouais, bien sûr. Ça nous ramène à Georges Moustaki, Baya, le choix de Stéphane Sanseverino dans les chansons de ma vie sur Radio J. On l'écoute. Georges Moustaki, Baya, le choix de Stéphane Sanseverino dans les chansons de ma vie sur Radio J. Stéphane, Brassens disait on entre dans une chanson par la musique, on y reste par les paroles. Ça vous inspire quoi, cette phrase? Oui, ben, on y reste, ça m'inspire qu'il parle de chansons qu'on chante en français. Oui. Ou alors de chansons que, moi, il y a plein de trucs que... vous chantez en français aussi, ça. Oui, ça je chante en français, mais des fois, je suis très, très attiré par des trucs et je sais pas trop ce qui s'y dit. Je parle anglais comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme ceux qui sont capables de parler. Et vous parlez mal anglais comme tout le monde, quoi. Mais je veux dire, je comprends, mais quand j'écoute ACDC, je me tape un peu de ce qu'ils se disent. Je comprends. Ouais. Mais ACDC, on en reparlera une autre fois. Oui, non, tout mais effectivement, on reste par les paroles, mais moi, j'avoue que, par exemple, la chanson qu'on vient d'entendre, Baya, j'y suis aussi resté pour le son, pour ce truc-là de percu brésilienne, là. Moi, j'aime pas les deux. Non, mais on y rentre par la musique. On peut ne pas être d'accord avec Brassens. D'ailleurs, c'est possible. Vous savez que c'est très grave de ne pas être d'accord avec Brassens. Mais surtout l'année du centenaire. Non, mais absolument. Oui, c'est un... Donc, je suis d'accord qu'à moitié, en fait. D'accord. Bah, écoutez, nous en avons pris bonne note. Oui, voilà, j'espère que la prochaine
prochaine fois, vous ne m'embêterez pas avec ce genre de trucs. Et c'est un dossier à charge contre vous. on continue notre balade au pays de vos préférences. Et quelqu'un qui, en tout cas en apparence, dans ce côté libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, au moment où il le veut, semble vous ressembler pas mal, c'est Jacques Dutronc. Oui. Vous avez choisi de lui, il est 5 heures Paris s'éveille, une chanson coécrite avec Jacques Lanzmann. Jacques Lanzmann pour la musique et Jacques Dutronc pour les paroles. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson? Eh ben, une fois de plus, c'est encore un truc de son. C'est-à-dire, j'entendais ça moi quand j'étais môme, parce que c'est une chanson qui était faite en 60, c'est ça? Enfin, 68. 68. Et moi, j'entendais ça le matin à la radio. La flûte traversière, la célèbre. Le célèbre truc là, que moi je peux pas entendre une autre flûte traversière que les treks que ce gars l'a fait là, fantastique. Et ouais, c'est encore bon, cette chanson elle est méga poétique. C'était à cette époque, Jacques Dutronc, il avait aussi des chansons comme Le Petit Jardin, etc. là. J'allais justement y venir. Voilà, qui sont des sublimes chansons et qui sont pleines de poésie et c'est pas les chansons un peu ironiques qu'a fait après ou même pendant cette époque-là Jacques Dutronc quoi. C'était avant, pendant et après, mais il y a toujours eu des petites perles de tendresse comme ça. Et moi, c'est ces chansons-là que j'aime. Et alors ça, Paris s'éveille, c'est vraiment le truc. Ça, au bout d'une mesure, on est déjà dans la rue et tout. Et c'est un espèce de film. Et on y est tout de suite, quoi. C'est-à-dire, ça ouvre et puis boum, on se dit pas, ah ouais, qu'est-ce qu'il veut dire et tout. C'est la réussite pour moi, elle est là. Et la réussite, elle est dans le son, elle est dans le son de sa voix. Évidemment, elle est dans ce qui se raconte. Et puis ouais, c'est du Dutronc quoi. Les balayeurs sont pleins de balais. Ça paraît stupide comme ça, mais c'est vraiment son écriture à lui. Pour le coup, c'est vraiment Lanzmann. Hein, Ah oui. C'est Jacques Lanzmann qui en a signé les paroles. Ah alors... oui, pardon. Alors ok. J'enlève ce que je viens de dire. Vous avez avec Jacques un point commun, vous venez d'en parler, c'est une forme d'engagement pour l'écologie. Je le rappelle, vous étiez sur la liste Europe Écologie Régionale 2010. Ouais, j'étais pousseur de liste. C'est-à-dire, je faisais partie des gens connus. Si la liste était passée, j'aurais eu aucune fonction. Hein. D'accord. Je voulais absolument pas avoir de fonction politique. Il y a des trucs que j'aime bien et que je peux soutenir comme ça. Mais moi, aller dans un bureau et puis décider de trucs, c'est genre never. Vous avez été aussi, je crois, dans le comité de soutien de Jean-Luc Benamias. Ouais, absolument. En 2017. Ouais. Et ce qui est vraiment amusant, et vous en parliez à l'instant, à l'heure où l'écologie n'était absolument pas tendance, au tout début des années 70, je crois que Jacques Dutronc a enregistré la première chanson qu'on peut qualifier d'inspiration écologique. Enfin, le premier grand succès qui est passé à la radio où on parlait de l'écologie, c'est Le Petit Jardin. On l'écoute On l'écoute 2 minutes. Et cet engagement pour l'écologie, Stéphane, il est né comment? Cette prise de conscience. Oui, moi je suis un mec des villes, donc en rapport avec Le Petit Jardin de Dutronc, c'est-à-dire lui il propose là, il décrit un endroit avec un peu de chlorophylle dans un monde de merde, un peu comme... Et qu'on a fini par raser à la fin, hein, quand même. Oui, bien sûr, oui, ça c'est une chanson aussi c'est aussi une chanson sur l'immobilier. Donc, l'écologie, j'en sais rien, quoi, ça fait partie de mes goûts, quoi, c'est un peu comme... j'ai envie que ce soit que le monde soit vivable, quoi, en fait. Alors c'est un peu la lutte contre le grand capital qui lui veut faire de la fausse écologie en disant ah ouais mais tu vas voir ce qu'on va faire, etc. Et puis de l'autre côté on rachète des endroits pour y construire des maisons, pour y construire des logements dont on a besoin en plus. Oui. C'est-à-dire qu'on a un manque de logements. Mais... Alors. Je passe les détails sur les logements vides à Paris qui servent à rien, mais il y en a quelques-uns. En tout cas, on a besoin de ce truc-là. Moi, j'ai besoin de chlorophylle. J'habite pas à la campagne parce que je pense que je m'y ferais un peu yesh, comme on dit. Mais j'aime bien y aller souvent et tout. Et puis dès qu'on prend le train et qu'on voit un peu là de verdure et tout, on se dit ah ouais quand même et tout. Chose qu'on n'a pas nous dans les villes, quoi. Et cet engagement, vous l'auriez eu même sans notoriété. Vous imaginez bien que et vous le disiez à l'instant, lorsqu'on vient vous chercher, c'est le citoyen que l'on vient chercher, mais c'est aussi l'artiste connu, l'artiste qui peut drainer un petit peu de son public. Oui. Vous avez souvent été sollicité comme ça par des partis politiques. Quel rapport vous entretenez avec cette espèce de drague automatique? Une fois au marché de Montreuil, un matin, il y a quelqu'un qui m'a dit moi j'aime bien vos chansons, alors vos amis politiques, bof.
C'est-à-dire que tu te fais très très vite agresser dans la politique. Très très vite, on te dit, mais t'es de la merde, toi. Ou toi, je t'adore, ou toi, je t'aime pas. Et je trouve que c'est un monde super rude. Alors, à la fois, il y a des politiciens qui méritent bien qu'on leur dise, c'est de la merde ton travail. Et puis il y a des artistes qui s'engagent pour ces politiciens infréquentables et qui méritent bien qu'on n'achète plus leurs disques aussi. Ouais. Après, après, chacun fait un peu comme il peut. Moi, il y a des choses sur lesquelles je voulais. C'est difficile à décrire parce que je crois de moins en moins au pouvoir des politiques. Pour moi, c'est les associations et les groupements de gens qui vont changer la Terre. Et les politiciens, ça sert un peu à rien. Alors, d'un seul coup, c'est les élections, ils viennent vous dire, tiens, celui-là, il est bien connu en ce moment, alors on va le chercher. Celui-là, il est moins, donc on n'y va pas. C'est un peu ça, c'est du marketing. Ouais, c'en est, ouais. Mais des fois, ça tombe sur un truc, on va bien aimer, quoi. On vous a souvent sollicité. On vous a souvent appelé pour venir. Bah oui, c'est des trucs écolos qui m'appellent. D'accord, mais et pas d'autres partis. Si. Bah, je me rappelle que j'ai joué pour le truc de François Hollande. Je trouvais ça utile de jouer pour François Hollande avant qu'il soit qu'il ne soit président. élu, bien sûr. Et la fille, elle m'a dit, vous verrez, on va jouer à Bercy et tout. Je dis, mais moi, je m'en fous de jouer à Bercy. Je joue c'est pour aider un président de gauche à accéder au truc, quoi. Et c'est ce que je pensais. Je pensais que c'était une bonne idée et tout. Et voilà, quoi. J'étais hyper content de faire ça, quoi. Après, il s'est passé ce qui s'est passé et tout, mais c'est un engagement que. Vous n'avez jamais regretté? Bah non, de toute façon, c'est trop tard. Non, mais le propre du regret, c'est d'être trop tard. Oui, non, mais c'est ça. Mais par contre, on m'a jamais proposé des trucs que j'ai eu à refuser radicalement, quoi. Je comprends. Si, une grosse boîte de nucléaire m'a demandé de venir jouer pour son CE. Et alors ils vous ont appelé vous pour ça? Ouais, ils ont appelé la boîte de prod dans laquelle je suis. Ils sont fous, les mecs. Donc on a dit poliment. Non, mais je comprends pas comment ils ont pu faire ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, à mon avis, ils ont ratissé large. Et puis j'ai répondu poliment, non, je suis pas super d'accord avec vous, donc j'y risque d'être assez désagréable pendant le concert. Mais j'étais prêt à le faire aussi. Je voulais bien même louer un costume de nazi pour aller jouer à Béziers. Et puis j'ai fini par pas le faire. C'était peut-être pas plus mal de pas le faire. Et lorsqu'on lui parlait, alors, puisqu'on est dans les citations, après Brassens, Brel, lorsqu'on lui parlait de chanteurs engagés, Brel disait les messages, moi je laisse ça au facteur. Oui. Et ça vous inspire quoi, cette phrase? Bon, ouais, c'est encore une fois une pirouette, quoi, parce que c'est bourré de messages chez Brel. Oui. C'est des messages sur la vie, sur ce qu'il voulait peut-être pas faire. Brel, c'était de dire non, tel truc c'est de l'injustice. Peut-être il trouvait ridicule les chanteurs. Je crois qu'il avait surtout peur de se faire récupérer. Ouais, mais peut-être. C'était certainement ça, parce que à la fin de sa vie, contre le parti flamand néo-nazi belge, il les a pas ratés, quoi. À la fin, il s'est vraiment engagé contre ça. Il a bien fait, mais non, mais moi je pense que ces phrases qui sont tirées là, d'un certain moment, elles peuvent être un peu. Oui, c'est la vérité d'un moment, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Moi, j'en ai déjà eu marre de soutenir des trucs et d'aller faire des concerts de soutien, même pour des assos et tout, parce que je trouvais que c'était fatigant. Et je disais dans mon coin, c'est la dernière fois que je traverse la France pour être pas payé et pour soutenir un truc, et 2 jours après je le refaisais, quoi. C'était juste, j'étais crevé, quoi. Alors, on en revient à Dutronc et à son Paris s'éveille, qui décrit magnifiquement bien, comme vous le disiez, le Paris du petit matin, vu par les yeux d'un octambule et qui rentre chez lui. Vous êtes un grand fêtard, vous, et cette chanson, vous l'avez vécue en vrai? Non, pas du tout. Je suis déjà rentré tard, Frédéric, je vous l'avoue, mais je ne peux pas dire quand. C'est vrai. mais quand je passe la nuit à faire n'importe quoi, je mets 1 semaine ou 2 à récupérer, parce que je sais pas pourquoi, je suis un être fragile, en fin de compte. Vous dites que vous n'avez plus vraiment tout à fait 20 ans depuis... Non, mais même à 20 ans, ça me tuait, ce truc-là. Et par contre, j'aime bien le côté, il se met à faire jour et on va acheter des croissants tout chauds, alors qu'on est totalement défoncé, parce qu'on a bu beaucoup de vodka, ou je ne sais quel autre truc dont je tairai le nom. Oui. Ou du vin, ou des choses comme ça, de la bière. On va taire le nom. Avec modération, bien évidemment. Exact. Mais ouais, ce moment-là, il est agréable. Mais après, faut pas avoir des travaux à côté de son appartement, etc. Le marteau-piqueur, le lendemain, peu. En fait, je suis assez peu fêtard. Je claque vachement mon énergie la journée. Et je me couche pas à 21h. Vous faites attention à de temps en temps. Oui, non, mais je suis pas attiré par la fête.
parce que je sais pas, j'en ai toute la journée en fait là. Si je passe un bon moment ici là, bah moi ça y est, j'ai ma dose de contact et tout. J'ai pas besoin de rameuter plein de gens J'entends bien. chez moi pour qu'on puisse ouais alors nanana. En plus dans une fête on se parle peu. Puisque On s'ennuie souvent, on s'ennuie souvent. On peut s'ennuyer. Alors, bon, la définition de la fête, elle n'est pas facile pour moi, parce que la fois j'ai rassemblé il n'y a pas longtemps, pour mes 60 ans, plein de copains. Et c'était hier, vos 60 ans, ouais, c'était il n'y a pas très longtemps, et ça, j'en suis encore fatigué. Et je m'aperçois le lendemain que j'ai parlé pas plus de 4 minutes à personne. Quoi. À chacun, oui. Donc j'ai servi des verres, j'ai fait des trucs. La fête, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai ma dose de contact, là maintenant par exemple, j'ai ma dose de contact en tournée, j'ai ma dose de contact en concert, j'ai toujours ce truc-là, la fête c'est déjà ça. Bon après oui, là on manque un peu de cotillon. Oui, mais attendez, on écoute Jacques Dutronc, je vais chercher quelques langues de belle-mère dans la boîte à gants et je reviens. Vous plaît, voilà, s'il vous plaît. Paris s'éveille, il est 5h, Paris s'éveille, le choix de Stéphane Sanseverino dans les chansons de ma vie sur Radio J. Après la flûte traversière légère et gracile de Paris s'éveille, on le sait, Stéphane Sanseverino est un artiste éclectique et il nous le prouve avec du gros son, du pur, du dur, du vrai, du tatoué, le son d'ACDC. Back in Black. Mon petit doigt, il est bien renseigné, c'est votre fille, Rose, m'a dit que vous mettiez ça à tue-tête dans la baraque pour faire par exemple de la cuisine. Oui. Est-ce qu'elle m'a bien renseigné, Rose ? Elle vous a bien renseigné parce que moi j'écoute vachement de musique quand je fais la cuisine seule. Mais à CDC, vous devez faire une cuisine extrêmement épicée quand même. Oui ou non, ça dépend. Oui, c'est sûr, faut pas avoir un petit couteau hyper fin et puis couper des petits oignons pour pas se couper les doigts. Mais ouais, il y a des moments où je fais ça. De toute façon, à CDC, c'est pas possible d'écouter pas fort. C'est un peu comme le vin, c'est très dur d'en boire peu. Mais c'est votre énergie, ça ? Ouais, c'est une de mes énergies, parce qu'à CDC, c'est le truc binaire du pouf. Ah ouais. Donc ça, c'est un gros son et tout, ça s'écoute fort, c'est toute la liberté des groupes australiens. Là, il y a plein de trucs qui se passent en Australie avec les groupes. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui... Alors, CDC, c'est le groupe le plus connu des Australiens, mais il y a plein de trucs... qui s'y passe là-bas. Il y a un truc qui existe depuis peu là, qui s'appelle Emil and the Sniffer. Allez voir ce truc-là. Emil s'écrit A-M-Y-L. J'irai voir. Voilà, là. Et c'est un groupe rock avec une fille qui chante, une femme qui chante. Et voilà. Et je sais pas, c'est un truc qui me fait quelque chose. Après, je peux très bien ranger le disque d'ACDC, puis écouter du jazz ou écouter Django. Et repasser à Baya de Georges Moustaki. Exactement, ouais. Mais j'ai pas de liste. Comme je mets des vinyles, quand on fait de la pâte à pain, par exemple, on peut pas aller retourner le vinyle. C'est clair. Ou alors ça va sérieusement l'endommager. Oui, c'est ça remplit les sillons. Stéphane, j'en reviens 2 secondes à votre fille Rose qui prépare un album qui va sortir bientôt. Qu'est-ce que cela vous fait de voir votre fille, qui est psychologue de formation, prendre comme vous le chemin artistique? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'en tant que papa, ça vous fait peur? Alors d'abord, ça me fait pas peur du tout, parce que le fait qu'elle ait un deuxième métier me fait pas peur du tout. Je trouve ça pas mal. J'encouragerais même plutôt maintenant les jeunes gens à avoir 2 métiers, dont tous les... je veux dire, il n'y a pas que le métier artistique qui est fragile, hein, et tous les autres le sont aussi. Bien sûr. Je trouve que c'est... Je trouve que moi ça me fait pas peur du tout. Je suis content qu'elle fasse ce qu'elle veut. Sa sœur, elle fait de la danse contemporaine. Oui. Et je lui dis aussi, mais vas-y, fonce, fais ce que tu veux, fais absolument tout ce que tu veux de la vie. Et c'est ça, quoi. On n'est pas longtemps sur Terre. Allons, arrêtons d'être raisonnables et faisons des trucs qu'on veut, quoi, quand c'est possible. Après, votre conseil, c'est fais-le, mais fais-le bien, quoi. Non, c'est fais-le, prends du plaisir. Après, fais-le bien. Il y a peut-être des gens qui vont prendre du plaisir à faire un truc qui sera peut-être pas d'un niveau assez grand pour que ce soit reconnu et donc pouvoir en vivre. Alors donc ça, j'en sais rien. Moi, quand j'écoute le disque de ma fille, je ne peux pas juger rien du tout. C'est ma fille. Bon, alors moi je peux en parler. Alors moi je peux en parler. Rose, retenez ce nom. J'ai eu la chance d'écouter en primeur et quelques chansons. C'est franchement quelqu'un de très talentueux. Je reviens à Back in Black, album hommage au chanteur
chanteur Bon Scott, qui est décédé 6 mois avant que cet album ne sorte. Et il a été remplacé donc par Brian Johnson. Ouais, exact. Je crois savoir que c'est l'un des disques les plus vendus de toute l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Derrière Michael Jackson. Ah ouais. Et je suis bien content. Et je pensais pas que cet album avait été aussi vendu. Back in Black, c'est textuellement, quand on écoute le texte, même si on parle pas très bien anglais, on comprend. C'est-à-dire, on est de retour en deuil. C'est ça, c'est l'histoire d'un dépressif qui remonte la pente, grosso modo, qui revient à la vie, dans un métier, on le sait, qui est fait de plein et de déliés, sans parler de dépression. Il vous est arrivé de passer par des périodes un petit peu à marée basse? Oui. Quand c'est ça, je vais déjà, moi, brûler une guitare et tout en me disant, bon, j'arrête. Ah, je la fracasse contre la. Vous avez cramé une guitare. J'ai déjà fait en disant, bon, vas-y, comme ça, tu ne seras pas tenté de continuer. Et puis évidemment, 2h25 plus tard, ou 2 jours et demi plus tard, vous reprenez une guitare. Non, elle était incollable, mais elle était irréparable. Mais oui, j'ai eu des moments où j'y croyais pas, mais il y en a eu tellement que je m'y suis habitué. Et après, j'utilise le truc du fond de la piscine, là, quand on est bien, quand on va bien, pas bien. Pour donner un petit coup de talent. On tape un coup un tout petit peu et puis on peut que remonter après. Et justement, dans votre quotidien, l'écriture, la composition, c'est quelque chose qui vous aide au quotidien à tenir le cap, cette espèce de discipline et de création. C'est ça qui vous aide à avancer, à ne pas... Parce que je pense qu'on se pose des questions forcément à des moments. Oui, non, c'est pas le fait d'être créatif qui me fait avancer, c'est le fait de pouvoir jouer les trucs en public que j'ai travaillé et que j'ai écrit. C'est-à-dire, si un jour les concerts, pour je ne sais quelle raison, étaient devenus impossibles... il y a eu, on vient de traverser une longue période où ça a été impossible. Absolument. Vous l'avez traversé comment, cette période ? Justement, en espérant que la suite arrive vite, quoi. Pour moi, au début, ça allait durer 1 mois. Après, je me suis dit, bon, ça va peut-être durer 2, puis 3. Puis après, oui, je me suis évidemment, comme tout le monde, j'ai un peu déprimé en me disant, et si toutefois ça reprenait jamais ? Mais à la fois, quand on regarde dans l'histoire, derrière nous, il y a déjà eu des pandémies ailleurs, il y a déjà eu des périodes comme ça. Bon, bah oui, c'est dur pour les gens qui ont perdu des gens et tout. Ça, c'était épouvantable. On s'en sort de ce truc-là, quoi. L'humanité, elle est comme ça, quoi. Elle est faite ainsi. Donc nous, on a un temps à passer dans la vie, là. Donc là, il fallait attendre un peu. Puis par contre, dès que c'est fini, on débraye et hop, on rentre dans le tas, quoi. Et c'est le cas, et c'est chouette. C'est combien de concerts par an, San Severino ? En gros, dans les périodes normales, c'est à peu près une centaine. C'est-à-dire qu'il y a 80 trucs programmés ou 60 trucs vraiment programmés. Et puis après, j'ai pas mal de petits trucs où je dis oui à tel endroit. Ou alors on me dit, tiens, nous, on a un bar au bord de la mer hyper sympa. Est-ce que tu veux venir jouer là ? Alors je dis, est-ce qu'il y a des moustiques ? Je commence par... vous demandez les photos du bar, déjà. Et puis j'avoue que je l'ai déjà fait. Là, je fais des chansons de François Béranger en solo. Des fois, je vais jouer chez des gens. Ils me disent, et vous viendrez pas, et vous le faites pas, et j'y vais avec ma guitare, et puis j'arrive là, et puis je... Et c'est votre liberté, ça, de pouvoir dire oui à ce qui vous tente comme ça, sans avoir à en référer. Je m'imagine mal être hyper célèbre et hyper contrôlé par des agents new-yorkais et je sais pas quoi, non, mais qui me disent... Vous pourriez avoir un producteur tout à fait français, là, qui vous dise, Stéphane, je pense que tu ne devrais pas aller faire ça, c'est pas oui, j'ai déjà des producteurs qui m'ont dit ça, puis je leur ai dit... Ce n'est pas de ton rang. Oui, on m'a déjà dit ça, plus ou moins, mais j'ai su m'expliquer après, quoi. Je vois pas pourquoi tu m'interdis de jouer. Après, oui, il y a un truc de cachet, il y a un truc un peu technique business, bien sûr, qui fait qu'on peut pas aller jouer dans un endroit qui est à 300 mètres d'un endroit où le spectacle a été vendu 10 fois le prix. Sauf que c'est pas du tout la même chose qui sera jouée, mais c'est difficile à expliquer. Ce truc-là, c'est un truc d'équipe, de tarifs, la production de spectacle, c'est un truc très spécial. On va pas se lancer dans l'explication de ça maintenant, mais en tout cas, ça pourrait ne pas se comprendre. C'est juridiquement encadré, on va dire comme ça. Ouais, exactement. Ce qui me touche chez vous, Stéphane, et bon, on se connaît un petit peu dans la vie, c'est votre générosité, votre côté nature. Il m'est arrivé de vous appeler pour un duo et vous avez juste posé une question, c'est écouter la chanson. Une fois que vous avez écouté la chanson, il n'y a pas eu affaire à votre agent, vous êtes venu en studio. En plus, moi, j'ai pas de manager, j'en ai pas. Je suis ravi de pas en avoir. C'est un choix. C'est un choix. J'ai jamais rencontré personne avec qui ça collerait.
Après, j'ai fait quelques essais et tout, mais je trouve que moi, ça me correspond pas, en fait. Après, il y a des fois où je me serais bien sorti de certaines situations un peu délicates. Où il faut dire non. Alors là, j'appelle les agents des copains. Est-ce que tu peux me rendre service? Tu appelles machin et tu lui dis même pas en rêve. J'ai déjà appelé Fred Vinet, par exemple, qui est le manager de Lavilliers. Oui. Et aussi avant Marion Richeux, qui était la première manager de Benabar, en disant voilà, je suis dans telle situation, je suis dans la merde. Dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Alors ils prenaient le numéro de téléphone, ils appelaient pour vous en disant. Ils disaient faites ça, fais ça et fais ça, et je suivais ses conseils. Et ça marchait. Puis je baissais un peu, je rentrais un peu la tête dans l'épaule. Faites un peu de bouchon et ça passe. Vous n'avez, à ma connaissance, pas souvent écrit pour les autres. C'est un exercice auquel vous aimeriez vous plier? Non, j'aime pas ça en fait. Je trouve que quand on écrit une bonne chanson, c'est pour sa gueule. Mais vous pourriez être inspiré par des voix que non, je suis pas des choses que vous ne pourriez pas défendre vous-même. Non. Ça vous est jamais arrivé d'écrire un texte en disant ça et je peux pas le chanter moi-même? Je l'écris pas, Fred. Au bout d'un moment, j'arrête. D'accord. C'est-à-dire quand je commence à faire il est no bad et the red et the je me dis mais c'est pourri, il raye ce truc. Donc ça je vais pas au bout. Une jolie chanson de femme trompée par exemple que vous ne pourriez pas. Ah oui, que je pourrais pas chanter moi, non. Enfin trompée ou pas d'ailleurs. Oui. Non, parce que moi j'utilise vachement. Vous n'avez jamais eu envie de vous projeter comme un scénariste dans la peau de quelqu'un d'autre? Non, absolument pas. Je préférerais réaliser leurs albums. C'est ça, que d'écrire. Le studio plutôt que d'écrire. Je l'ai fait un petit peu, et un tout petit peu, et franchement, je me voyais bien que dans la chanson pour la personne en question, à un moment je trouve une super phrase, et je l'enlève et je la garde pour moi. Au moins c'est clair. Écoute, on a vu tellement d'hypocrites que là au moins c'est clair. Ce qui est bon c'est pour moi. Non, c'est comme quand on fait du vélo en montagne, quand c'est chacun pour sa gueule. Stéphane, on va peut-être pas faire de la cuisine tout de suite. Par contre, on va pousser les meubles. Je crois que c'est une grande première sur Radio J. Oui. AC/DC sur Radio J. Faites un vœu. Back in Black, c'est parti. Oui, c'était une première sur Radio J, Back in Black. Vous êtes bien sur Radio J, AC/DC. Le choix de Stéphane Sanseverino. Stéphane, on continue notre voyage dans votre BO, dans votre bande originale. Ouais. Et on reste dans les 70s. Back in Black, c'était 1980. Alors là, on va faire un petit retour d'un an en arrière, retour sur l'année 79, avec un genre de tube planétaire. Le plus gros succès, d'ailleurs, je crois que c'est le seul succès énorme de The Knack. C'est My Sharona. D'ailleurs, je crois que sur la pochette du single... Il y a ma photo. Non, c'est pas vous. C'est Sharona Alperin, la jeune fille pour qui cette chanson a été écrite. Ouais. Le chanteur Doug Figger avait écrit cette chanson pour cette charmante jeune fille. Qu'il a largué après, un truc comme ça. Ouais, qu'il l'a plantée, mais vraiment comme une vieille chaussette quelque temps après. Enfin, elle lui a quand même permis de faire un tube planétaire. Pourquoi cette chanson? Pourquoi elle? Parce que la première fois que j'ai entendu ça, j'ai entendu et je me suis dit tiens, dans une mesure, donc 4 temps, on a le droit de décaler un truc pour pouvoir le recaler après, c'est-à-dire de faire... j'ai du mal à l'expliquer ce truc-là à la radio, parce que... on n'est pas obligé de faire ton quin. Voilà, la musique, c'est aussi décaler les choses et rendre et dans le thème là de My Sharona qui se fait comme ça. C'est un gimmick. La chanson, c'est ce gimmick là. Et ça, ce truc-là, il m'a fait comprendre la musique. D'accord. C'est-à-dire que j'ai compris, je me suis dit, ah ouais, d'accord, le mec il joue le truc avant là, donc c'est ce que ça fait. Et le fait qu'il ait changé, ça ça envoie une émotion. 79, donc vous aviez 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. C'est un peu tard, c'est vrai. non, mais mieux vaut tard que jamais. Mais vous l'avez compris à ce moment-là. Ouais, j'ai compris à ce moment-là. En entendant ce truc-là, je crois que j'ai dû les entendre à Daniel Gilbert ou je sais pas quoi. À midi première. Et je me suis dit, putain, et là, c'est génial, quoi. Et en plus, le chant, là, il ressemblait à... ça se faisait pas trop encore à l'époque. C'est un espèce de rap, dans le sens rap au premier degré. C'est-à-dire le fait qu'il ait vraiment une espèce de flow... il fait pas une mélodie, quoi. Il chante pas One Egg Red. Non, on est très loin de Frank Sinatra, c'est clair. Et je trouvais que le tout était super et que c'était un truc pur. Après, j'ai adoré Dr. Feelgood et tout, que je retrouvais un peu certains trucs. Mais les roast beef, ils ont un truc à eux quand même. Les Anglais, je veux dire.
On avait compris. Pour la petite histoire, Sharona, ça leur a pas vraiment porté bonheur à tous. Doug Figure, il est mort en 2010 à l'âge de 57 ans. Gary, le batteur du groupe, il décède en 2006 à 56 balais. Oui. C'est un peu chaud quand même pour le groupe. Et justement, moi, je voulais vous amener sur les excès. En parlant justement des gens qui partent de façon précoce face à l'injustice de la mort qui peut frapper certains de nos amis. Vous avez, vous, une foi, une forme de spiritualité qui vous aide par rapport à ça? Oui. J'ai une foi qui est pas religieuse parce que je me reconnais pas dans la religion. Non. Par contre, je trouve que la foi elle est importante, c'est-à-dire de croire en des trucs qu'on a là, enfin moi je crois, je sais pas, dans ma famille, dans les enfants, dans une espèce de forme de fidélité dans le travail, d'espèce de truc, fidélité envers ses copains, envers sa femme, etc. Tous ces trucs là qui peuvent paraître comme ça un peu désuets parfois. Ouais, mais qui sont des espèces de règles et moi je la foi, c'est le truc le plus important quoi. Mais bon, moi des fois j'ai un peu la foi dans mon ampli quoi. Tu vois, où j'ai un peu la foi, j'entends la foi dans cette vieille guitare que j'aime, ou j'ai la foi dans ce sport, ou la foi dans une région ou dans un endroit, plutôt que dans un truc que j'ai pas vu là. Moi, je suis d'éducation religieuse catholique. Vous avez été baptisé. Ouais, absolument. La communion, non, la première, le truc qui m'a fait mal, moi, c'est le catéchisme, qui est un truc qui se fait dans la religion catholique là, une espèce d'école religieuse. Je sais pas pourquoi je vous imagine pas du tout. Ah mais ça va, mais j'ai détesté ça quoi. Mais en plus j'ai culpabilisé. On m'a dit des trucs incroyables. Et on vous a dit que vous alliez aller en enfer si vous n'y alliez pas. Ouais. Mais non, mais moi j'ai cru à mort à l'histoire de Jésus, etc. Avec les Romains, etc. Et puis le pauvre, et puis après je me suis dit mais donc c'est quoi ces conneries de culpabilisantes. Donc vous avez quitté tout ça? J'ai quitté tout ça très très facilement, mais moi j'allais au catéchisme parce que j'avais des copains qui y allaient. Donc c'est un peu... il n'y avait pas de copines? Il n'y avait pas de copines. Non, j'ai démarré très tard tout ça. Ah d'accord. Ouais. Donc d'abord je suivais les garçons parce qu'on jouait au football et qu'on faisait des trucs comme ça quoi. Mais la foi c'est un truc important parce que je trouve que c'est la religion de ceux qu'on n'a pas quoi. C'est-à-dire donc vous avez quand même une forme de spiritualité. Bah oui parce que par exemple je sais pas quoi, le bordel ça peut être une forme de religion. Le fait de vouloir que rien ne soit on peut même être très pratiquant. On peut même être très pratiquant dans cette religion-là. mais attends, j'ai un bout de scotch qui m'énerve. Je le vire là. Vous avez raison, Stéphane. Comme un pansement que j'aurais au bout du doigt. Mais tu sais, dans Tintin, oui, tout à fait. Le sparadrap voilà, dans l'avion, du capitaine Haddock. Mais en tout cas, oui, la foi, elle est hyper importante. Le fait d'avoir une direction comme ça, et puis surtout de pas faire n'importe quoi. Enfin, je sais pas, avoir des espèces de valeurs. Mais c'est plus un truc sur l'humain. Moi, je crois vachement en l'humain, ce qui fait que je suis assez déçu souvent. D'où, c'est aussi pour ça que je vous ai demandé de passer à CDC. J'entends bien, mais ça, nous l'avons déjà passé. Donc ça, c'était ma question. Je vous remercie, Stéphane. C'était ma question sur Radio J, une radio culturelle. C'était ma question. Et Dieu dans tout ça. Donc voilà, je vous remercie d'y avoir répondu. Allez, on va encore faire un vœu, parce que je crois que c'est aussi une première sur Radio J. The Knack, My Sharona, ça, c'est pas un truc, c'est pas un titre qui est en playlist. Je crois pas qu'on l'entendra souvent, mais pour vous, on l'entend. On y va. Allez, on l'écoute. C'était pour la première et peut-être la dernière fois sur Radio J. Mais pourtant, il se dit rien de grave dans ma chanson. Non, mais c'est pas typiquement le genre de chanson qu'on écoute, qu'on a. Mais effectivement, il n'y a rien de tabou dans cette chanson ni d'interdit. The Knack, My Sharona. Alors Stéphane, dans les chansons de votre vie, vous avez choisi quelqu'un. Il y a quelque temps, vous lui avez consacré un album entier. C'est François Béranger. Exact. Je précise que vous n'avez pas attendu que le linceul vienne l'habiller pour lui rendre hommage, puisque dès votre premier album, dans Le Tango des gens, en 2001, vous repreniez le tango de l'ennui de Béranger. Pour moi, Béranger, je veux juste vous dire, pour moi, c'était la terminale en 79. On s'échangeait sous le manteau. Il y avait La fille du coupeur de joint de Hubert Félix-Stéphane et Béranger. C'est-à-dire que ça pas sauté un tout petit peu. Il y a Mamadou qui est passé un tout petit peu. Petit peu, mais c'était l'interdit. Écoutez Béranger, moi j'étais élevé dans une banlieue rouge, où il venait très 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 souvent faire la fête de fin d'année, la fête de l'été. Vous, on est de la même année. Vous êtes de 61. Il a représenté. Oui, mais j'ai quand même 20 ans. En étant né en 61.
Tu vois ce que je veux dire? Vous avez un temps toujours, éternellement. Mais vous me prenez pour un imbécile. C'est ce que vous êtes en train de me dire, d'accord. Il a été qui? Il a été quoi pour vous? Parce que je sais que vous êtes devenus amis, que vous l'avez même invité un an avant sa disparition à La Cigale à venir chanter avec vous. Ouais, exact. Béranger, pour moi, il représentait... Alors d'abord, je l'ai connu dans une émission sur le rock français, sur la deuxième chaîne de l'époque. Et un jour, il passait une émission sur les groupes rock, et Béranger était là-dedans. Et je trouvais ça pas mal. J'aimais bien les titres que j'ai entendus à cette époque-là et tout, que je me rappelle pas trop de ce qui s'est passé maintenant, mais en tout cas, après, j'ai été fouillé... dans les albums que j'ai trouvés et tout, et puis ça m'a correspondu le fait que ce soit en même temps un mec sensible puis un mec qui dise les mots directement comme ça. Oui, c'était vraiment, alors pour le coup, il n'y avait pas d'habillage lyrique. Non. C'était vraiment, je veux pas dire que c'est premier degré parce que ce serait pas correct vis-à-vis de lui. C'était pas ce que je veux dire. Mais il y avait des trucs il y a des trucs qui sont absolument premier degré. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron. Enfin, les images, elles voulaient bien dire ce qu'elles disaient, quoi. Bien sûr, mais dans Joue pas avec mes nerfs. Il y a des que vous avez choisi. Voilà, il y a du vrai premier degré et il y a des moments, il faut le dire, le premier degré. Il faut dire oui, voilà, la violence policière c'est fait comme ça, le mensonge du politique il est fait comme ça. Là, on peut le dire de deux façons, la façon humoristique, genre regardez, etc. Et la façon premier degré, militante. C'est la façon militante. Elle est, les deux sont militantes, mais on a le droit à ces deux manières. Trust, quand il parle de certains trucs, je parle des premiers albums, et ben ils disent bah voilà, tel préfet, voilà ce que j'en pense. Oui, quand je parlais de militants en réunion publique, quoi. Oui, bien sûr. On n'habille pas ça avec une forme d'allitération poétique. Non, bien sûr. Mais il y a deux choses dans les chansons de Béranger. Il y a les chansons qui sont des brûlots, qui tapent dedans directement. Voilà, je n'aime pas telle situation politique, alors je la décris et je dis c'est de la merde. Et après, il y a une chanson comme Natacha, sur une femme et sur l'amour et sur ses formes. Il y a quelques bulles de tendresse comme ça au fil de ses albums. Et vous dites de lui, je ne suis pas fan, il n'aurait d'ailleurs même pas compris que je puisse l'être. Oui, c'est ça. Bah, lui, il n'aimait pas les fans, Béranger. Quand on lui faisait signer un autographe, pendant un temps, il voulait ne pas signer, puis expliquer aux gens que la transmission par l'autographe, c'était stupide, et qu'il valait mieux se rencontrer, puis se parler. Oui. Sauf que des fois, il n'y a pas le temps, parce qu'il y a trop de monde. Mais sauf que des fois, il y a des gens qui ont juste envie d'avoir votre signature. Ouais. Et qu'il serait plus compliqué de leur expliquer que ça n'a pas de sens que... Mais sauf que lui, il faisait ça. Il expliquait aux gens, non, ça sert à rien, c'est comme si je faisais une croix, etc. Enfin... J'imagine ce qu'il pouvait dire, mais en tout cas, on rejoint un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les fans, c'est-à-dire que on aime bien Béranger, on l'adore, mais je vois pas comment on peut être fan. Je me vois mal avec un t-shirt François Béranger ou un autocollant sur ma bagnole. Non, mais par contre, moi, le string sans Severino, moi, j'y tiens. S'il n'existe pas, je vais le commander. Vous regrettez que ce genre d'artiste aujourd'hui n'ait plus le droit de citer parce qu'à l'époque, il n'est pas passé beaucoup à la radio, mais moi je me souviens d'RTL passant Mamadou. Ouais. Mais Mamadou, c'est passé François Béranger. À Ouais, petite dose, mais elle le passait. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce genre de chanteur très engagé, très militant, moi, j'en vois pas. Mais chez les rappeurs, il y a des gars qui remplissent cette fonction, hein. Qui passent pas forcément beaucoup à la radio. Hein. Ouais, d'accord, mais ils sont là. Il n'y a pas que la radio. Pardon pour vous ici et tout le monde qui travaille à la radio, mais c'est bien quoi. Oui, exactement. Il y a un gros truc internet qui est pas forcément. Les jeunes gens, ils écoutent pas beaucoup la radio. Ils ont d'autres formes. Ils se passent les titres entre eux. Donc tout ça, ça circule. Il y a des groupes de rap où moi le dernier en date, c'est Vald. Évidemment, depuis le temps, il y en a peut-être eu d'autres. Et il a fait peut-être d'autres choses. C'est pas le dernier truc que je découvre en tant qu'engagé. Mais il y a aussi, pas mal de jeunes gens qui écoutent dans des circuits qu'on n'appellerait même pas alternatifs, mais qui sont un peu sous le manteau, comme vous nous disiez tout à l'heure, genre, tiens, cette chanson-là, je te la passe avec mon téléphone, et boum, tu l'as. Et puis, il y a une culture parallèle qui défend qui défend les LGBT d'une certaine manière, et qui circule comme ça un peu. Sous le manteau, alors que... Ouais, c'est un peu sous le manteau. Mais sous le manteau, mais ça circule quand même. C'est-à-dire que les mômes, ils ont dans leur téléphone
c'est comme ça que ça se passe maintenant, ils ont dans leur téléphone le titre qu'ils aiment, quoi. Et ils disent, mais ce truc-là, oh, pardon pour le bruit, là, je l'ai claqué des mains. mais c'était le bruit du téléphone. ils se disent, ouais, ça y est, moi je l'ai, la chanson. Ils s'en foutent que le truc ait 100 000 vues ou 0 vues ou je sais pas quoi. Ils ont juste envie de l'avoir. Ils sont ravis de l'avoir. Mais comme nous, Stéphane, sans passer pour des vieux schnocks, comme nous avions le 45 tours ou l'album du mec, et qu'on se passait sous le manteau parce qu'on était fiers de l'avoir. Mais que le truc est, moi je trouve qu'on peut pas regretter que le truc ait pas de succès, et pas un élan. Succès populaire. Ouais, le succès populaire, voilà. Là, maintenant, il y a trop de gens qui font des trucs dans leur. Alors, c'est même pas dans leur cuisine. Il y a des mômes, ils font de la musique, ils sont à un coin de table, quoi. Bien sûr, ils font des sons. Ils font des sons. Donc, ils ont des tout petits appareils, ou même des gros, mais je veux dire, et puis ça marche comme ça, quoi. Et en tout cas. On n'entend pas sur les grosses ondes des trucs très très engagés, mais ils sont sur les petites ondes sur les côtés. Donc ils sont là. Et les mômes, ils sont aussi en révolte. Ils laissent pas tout passer comme ça là. Stéphane, je le disais, sa dernière apparition sur scène, François Béranger, c'était à vos côtés, à la Cigane en 2002, un an avant qu'il ne nous quitte. Lui consacrer un spectacle, lui consacrer un album, pour vous, c'est un devoir de mémoire, c'est une façon de continuer à le faire vivre. Ouais. Les gens que je rencontre dans ce spectacle me disent ça aussi, c'est-à-dire ouais, on est ravis que tu chantes des chansons de Béranger et nous on n'écoutait plus les disques parce que notre platine vinyle elle est cassée ou je ne sais quoi. Et les gens ils ont passé aussi un temps quand on écoute beaucoup un chanteur à une époque, il y a un moment où on arrête aussi et continuer à écouter les chansons de Béranger, tout le monde le fait pas. Mais je rencontre plein de gens dont des jeunes gens qui me disent ah ouais mais ça c'est mes parents qui écoutaient ça quand j'étais petit, mais ça me cassait les noix. Et en fait je m'aperçois en écoutant votre album une fois qu'on oublie les arrangements de l'époque et on écoute juste le texte, mais en fait on s'aperçoit que c'est des chansons qui ont été écrites là il y a 3 semaines quoi. Justement, et c'est la chanson que vous avez choisie. Moi, en la réécoutant, elle m'a semblé étrangement toujours d'actualité. Joue pas avec mes nerfs, François Béranger, on l'écoute. D'accord. Stéphane, on pourrait parler des heures et des heures avec vous. Merci. Mais c'est un peu la fin de notre voyage au pays des chansons que vous avez choisies. D'accord. Je rappelle quand même votre actualité, Les deux doigts dans la prise. Ouais. Le dernier album. Exactement. La scène, ça reprend très bientôt. Déjà. Donc ça reprend. Là, je serai à Paris, par exemple, le 1er décembre à la Maroquinerie. Chouette, voilà. on y sera. Et puis un peu partout en France. Je retrouve avec cette tournée-là des grandes villes que j'avais un peu écartées pendant plein de temps. Je l'ai plutôt passé dans des petits endroits beaucoup. Et là, je vais retourner à Bordeaux, à Clermont, etc. Je retrouve les salles qui sont les salles rock que j'avais où je passais plus pendant un temps. Et c'est un retour à la vie. Oui. En parler, on vous sent, ça y est, c'est reparti. Oui. Voilà, c'est presque. J'en suis même déjà fatigué. Déjà, je pense que le public, lui, ne l'est pas. Ouais. Une dernière question, c'est la question que je pose un petit peu à tous mes invités. Eh ben moi, j'y répondrai pas. Oh, s'il vous plaît. Et quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait ? Bon, c'est le fait d'être libre et de pouvoir continuer à l'être, mais c'est moi qui l'ai construit, ce truc-là, de demander aux collaborateurs, moi, ça, je ne peux pas le faire parce que j'y serais pas sincère, etc. Et ce truc-là, avec tous les gens, ça se monte pas tout seul, hein. Il faut d'abord des sous, des gens, des collaborateurs qui marchent dans votre sens. Et le plus beau cadeau, c'est que je puisse continuer à voir les gens. Là, après-demain, il y a un concert. Et puis je sors de la salle, et puis je vais parler avec les gens, et puis je bois des bières avec eux, pas beaucoup, hein, parce que je ne supporte pas l'alcool. Avec modération. Mais on l'aura compris. Mais et puis on discute de trucs et d'autres et tout ça, et il n'y a pas de people, de stars et de choses comme ça. Alors moi j'ai la chance d'avoir un réseau de salles où il y a 200, 300, 400 personnes, donc je joue pas dans des gros zéniths où il y a 40 000 personnes qui vous attendent. Donc c'est une chance, moi, ce truc-là. Pour moi c'est une chance, ça. De rester dans un échange à visage humain. Comme ça, il y a une catégorie de gens qui vont dans ces salles-là, que je trouve que ça reste humain. Je dis pas que les gens qui vont voir U2 et les Stones ne sont pas des êtres humains. Ils sont inhumains. C'était donc les dernières paroles de Stéphane Sanziro. Nous, notre prochain cadeau qu'on va se faire, Stéphane, pour les gens qui nous écoutent à Paris, sur Radio J, ce sera le 1er décembre, de venir vous écouter. Oui, avec grand plaisir.
plaisir, venez. À la maroquinerie, donc dans ce nouveau répertoire, parce que je pense que vous allez chanter pas mal de tout. chansons de votre nouvel album. Impeccable. Mais aucune ancienne chanson. Stéphane, on y sera. Merci beaucoup. À bientôt, Stéphane. Ouais, merci bientôt, Frédéric. Merci. Merci, à bientôt, par contre.